à nous. Installe-toi. Soyez indulgents, c'est une première. Hein. Pour moi aussi. Voilà, Ludovic, merci. Merci de participer à cette soirée et en tout cas de nous faire bénéficier de ton parcours inspirant. On te sait passionné, donc on te sait passionnant. Donc en préparant cette soirée, on m'a dit attention, le plus dur ne sera pas de le faire parler, mais de le faire arrêter. Voilà. Donc voilà, on va essayer en tout cas de vous expliquer à travers quelques questions le parcours vraiment riche de Ludovic. Donc Ludovic, avant toute chose, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours formatif donc avant d'être entrepreneur, voilà. Où tu en étais? Mais il faut savoir qu'au départ, je souhaitais peut-être m'orienter vers la politique. Et donc, je me suis dit, pour faire de la politique, il faut faire le droit. J'ai fait 3 mois de droit, et là, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout pour moi, c'était trop vraiment théorique. Donc, j'ai quitté, j'ai été perdu pendant quelques mois, et puis, je me suis dit, le commerce, c'est sympa, commerce extérieur, ça me semblait pas mal. Et j'ai commencé une étude de commerce extérieur à Bruxelles, et j'étais passionné, sauf que j'avais oublié une chose, c'est qu'en commerce extérieur, il faut être un peu bon en anglais et en néerlandais. Mais comme j'estimais que j'étais vraiment brillant dans les autres notes, dans les autres matières, que même si j'allais avoir un problème, on allait certainement être indulgent à mon égard. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, au bout d'une année, échec, anglais-néerlandais. Et là, on m'a proposé d'aller à l'étranger pour m'améliorer. Puis là, je me suis dit non, je ne vais pas recommencer une année où j'ai été bon, même si les profs n'étaient pas d'accord avec moi. Voilà. Et puis, j'ai été perdu pendant 2-3 mois, vraiment. C'est à l'issue d'une belle grosse guindaille à la côte belge, au bout d'une bonne nuit de guindaille où je me promène sur la digue et je vois un panneau à vendre sur un appartement. Et je vois ce panneau et je me dis, ça, c'est un truc pour moi. Et puis, j'ai pris l'initiative d'aller voir une entreprise, voir quelques renseignements. Puis, j'ai rencontré les gens de l'IFA-PME. Et puis, j'ai commencé les cours du soir. Et puis je n'ai plus jamais quitté l'immobilier. Ah ben voilà. Voilà. Bien, comme quoi, parfois, les guindailles peuvent quand même amener à des projets professionnels. Je conseille, vraiment. Ça marche très, très bien. Quelles ressources et quelles sont les personnes et les ressources qui ont été utiles et intéressantes pour toi dans ton parcours pour pouvoir te lancer? Vos proches, hein, évidemment, quand vous parlez de vos projets, je vais me mettre debout, ça m'énerve. Avoir vos proches qui vous disent « Ok, tu peux y aller », c'est sympa, mais ça ne suffit pas. Et donc, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de rencontrer un ami qui est assureur et banquier, qui m'a poussé, un notaire qui me connaissait, puisque j'avais travaillé pour différentes entreprises, un avocat, parce que vous avez besoin de conseils juridiques, évidemment, et également un secrétariat social, parce que cotisation sociale, moi, avant ça, je ne savais pas de quoi on parlait, quoi. Voilà. Et donc, j'ai eu ces personnes-là qui, autour de moi, m'ont guidé, m'ont aidé. Et puis, avant de créer Honesty, j'ai commencé en personne physique, comme indépendant pour une importante entreprise de construction en province de Luxembourg. Et puis, ces gens-là m'ont fait confiance aussi. J'ai trouvé des gens qui ont accepté, cette entreprise-là a accepté de me faire des avances mensuelles sur les commissions que j'allais pouvoir avoir. Et voilà. Et ça a commencé modestement, mais voilà. De confiance. Voilà. Pouvoir s'entourer des bonnes personnes, c'est souvent... C'est fondamental. Voilà. Nous, on le sait, le parcours entrepreneurial, ce n'est pas toujours évident non plus. Hein. Non. On se retrouve parfois confronté à certaines difficultés. Est-ce que tu peux nous parler de certaines difficultés que tu as rencontrées et nous dire comment tu as fait pour les gérer? Alors, la première difficulté majeure, c'est quand j'ai décidé de créer Honesty, j'ai décidé d'ouvrir des bureaux, d'installer des bureaux à Libramont. Il y a 23 ans, presque jour pour jour. Je peux vous dire que c'est symbolique pour moi. Je suis un homme émotif, hein, donc ne vous étonnez pas s'il y a une larme qui arrive, c'est possible. Et quand j'ai débuté mes travaux, peut-être comme beaucoup de gens, j'ai sous-estimé le budget. Et puis l'entrepreneur vient me voir et me dit « Écoute, là, il y a 25 000 € de travaux à financer en plus. » Et là, j'ai fait une erreur.
une de nombreuses, mais celle-là a été particulièrement stressante. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir mon banquier et de lui dire, écoute, j'ai besoin de 25 000 € de plus sur 20, 25 ans, 15 ans, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème. J'ai dit à l'entrepreneur, j'ai dit, écoute, je ne les ai pas, mais le temps que tu termines les travaux, ça fera 12 mois, j'aurai l'argent. Et je te demande de me faire confiance. Et là, j'ai dû mettre beaucoup d'énergie en œuvre. Je me suis stressé et je pense que ça m'a impacté pour tout le long parce que je n'ai pas peur des projets, je n'ai pas peur des aventures, de prendre des risques commerciaux, de subir la pression, mais l'argent me stresse. L'argent n'est pas un objectif en soi, mais j'ai besoin de voir des liquidités sur un compte en banque. Je peux vous dire qu'à cette époque-là, il n'y en avait plus. Et donc, tous les jours, j'allais voir mon extrait de compte pour voir si j'avais encore de quoi payer ce que j'avais à payer. Et là, je pense que j'ai fait cette erreur-là. Et il y a eu d'autres stress, hein, évidemment. Un collaborateur qui a un accident de voiture, des mauvaises surprises, d'un client qui peut partir ou qui revient peut-être par après, etc. Mais des stress, il y en a tout le long. Mais ce stress-là a été particulièrement dur pour moi. Bon, j'ai pu faire face à mes obligations, mais je pense que si j'avais été demandé conseil, j'aurais moins subi ce stress-là. C'est déjà un premier conseil finalement que tu partages avec l'Assemblée ce soir, c'est justement de s'entourer des bonnes personnes et d'aller... et pas avoir peur de dire qu'on est incompétent, qu'on ne sait pas. Enfin, je veux dire, c'est la pire des choses. Aujourd'hui, en tant que professionnel, la pire frustration, c'est que des gens viennent me voir quand ils sont dans une difficulté parce qu'ils ont fait un projet immobilier quelconque et qui sont dans une potentielle impasse, alors que s'ils m'avaient ou ils nous avaient consulté préalablement, on aurait pu éviter ça. Donc je pense que le premier conseil, oui, c'est vous ne pouvez pas maîtriser les aspects juridiques, les aspects comptables, les aspects techniques, allez demander autour de vous et je pense que les professionnels sont heureux de participer à un projet en vous donnant des conseils. Ça, c'est vraiment fondamental, quoi. Et de ne pas avoir peur. Je veux dire, tous les jours, il y a des choses que moi, je ne sais pas et que je demande des conseils. Et je pense que l'humilité, c'est pas mal. Donc, toute une série de difficultés malgré tout. Est-ce que tu as eu, à certains moments dans ton parcours, des moments de remise en question des choix que tu as pu faire par rapport à la création d'Honesty? Et comment as-tu pu garder la confiance dans ton entrepreneuriat? Alors, des remises en question, j'en ai tous les jours. C'est ce qui épuise les gens qui sont autour de moi. Tous les jours, je remets en question et en cause tout ce qu'on fait. Et donc ça, je trouve ça pas mal parce que chaque jour, il y a une nouvelle idée, il y a des nouvelles erreurs potentielles. Donc je pense que ça, c'est normal. Donc je n'ai jamais douté parce que... Alors ça va paraître prétentieux, c'est le seul moment où j'espère être prétentieux ici, c'est que je n'ai aucun doute sur la vision de mon métier. Jamais. Alors, sur la manière de le faire, oui, tous les jours j'ai des doutes et je me dis qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire autrement, mais sur ma vision et sur la manière de faire ce métier, je n'ai aucun doute. Et donc, même si vous vivez des moments difficiles, à partir du moment où vous avez cette vision et cette conviction, vous passez à travers. Deuxième conseil, hein, il vient de le glisser à l'oreille. Oui. Autre chose, donc comment est-ce que tu gères l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle? Parce qu'on sait que l'entrepreneuriat demande un investissement, de l'énergie, c'est parfois contraignant. Oui. Et comment arrives-tu à jongler entre les deux? Alors au début, je ne l'ai pas géré du tout. Voilà. Autant dire que je travaille du 7 jours sur 7, que je n'ai pas été raisonnable. Et un jour, ma petite fille, qui avait 4 ans, qui parlait plus ou moins, on va dire ça comme ça, elle m'a dit « Papa, je voudrais te parler ». Et alors là, moi, pour être tout à fait franc, j'ai gonflé le torse. Je me suis dit « Elle va me dire que je suis le plus beau, le plus grand, le plus fort. Hein, je suis son papa ». Et là, elle m'a regardé avec ses beaux grands yeux bruns qu'elle a toujours, puisque maintenant elle a 18 ans. Elle m'a dit « Les papas, est-ce qu'ils sont tous comme toi ?» Et je dis « Mais tu veux dire quoi, ma chérie ? Ben, ils ne sont jamais là. » Et là, j'ai pris la claque de ma vie, vraiment. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais directeur commercial d'une entreprise de construction. J'avais développé Honesty. On avait déjà 2 bureaux. J'avais 7 collaborateurs dans Honesty. Et j'avais des mandats politiques aussi à l'époque.
Et donc, presque du jour au lendemain, j'ai décidé d'écouter ma fille. Et donc, j'ai quitté l'entreprise de construction avec qui je collaborais beaucoup. Et je me suis mis à 100% dans mon entreprise. Et là, j'ai décidé que ce déséquilibre ne pouvait plus arriver. C'est-à-dire que tous les matins, je déjeunais avec mes enfants, j'allais les conduire à l'école. Le mercredi, j'étais en congé avec eux, sachant que le samedi, dans l'immobilier, c'est une journée importante. Donc, le samedi, j'ai toujours travaillé, et avec plaisir, parce que c'est une belle journée. Mais par contre, voilà, j'ai décidé qu'il n'y aurait plus ce déséquilibre. Et donc, le mercredi après-midi, j'ai toujours été avec mes enfants, etc. Et puis, parce que je vais jusqu'au bout, à un moment donné, la maman de mes enfants et moi-même nous sommes séparés. Et là, l'entreprise avait pris un peu d'essor. On était quand même déjà 20-25 personnes. Et là, une décision est de dire, garde partagée. Donc, une semaine sur 2, je vais avoir mes enfants à temps plein. Alors, même si j'avais trouvé un équilibre, je ne rentrais pas à 17h quand même à la maison. Et donc, j'ai décidé d'organiser l'entreprise et ma fonction dans mon entreprise en fonction de mes enfants. Et donc, une semaine sur 2, quand mes enfants sont là, je travaille 4 jours semaine. Aujourd'hui encore. Je suis là à 17h45 pour eux. Le samedi, je suis là pour eux. Le mercredi, je suis là pour eux. Et la semaine où ils ne sont pas là, il n'y a pas vraiment d'horaire, c'est open bar. Mais toujours avec beaucoup de plaisir. Et donc, cet équilibre-là, on a réussi à le trouver aujourd'hui. Et je pense que le déséquilibre n'est pas bon, parce que si vous êtes fatigué, si vous êtes dans le train-train, vous n'avez plus une vision claire, vous ne prenez plus des bonnes décisions, vous le faites sous le stress, parce que quand on travaille du 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7, on est sous stress et on ne peut pas prendre les bonnes décisions. Ça, je suis convaincu. Voilà. On a parlé de difficultés, on a parlé de remise en question, on a parlé d'équilibre vie pro et vie professionnelle, mais il y a aussi évidemment énormément de moments gratifiants dans la vie d'un entrepreneur. Est-ce que tu peux nous partager quelques-uns de ces moments, les moments dont tu es le plus fier? Alors, il y en a tous les jours. Et mon plaisir le plus grand, c'est quand je rentre dans une de mes agences et que je vois mes collaborateurs en œuvre, en énergie. Et je pense que l'énergie est belle. Et de voir ce mélange d'énergie qui fait que les gens sont, je pense, contents, travailler, qu'ils ont une liberté, qui gèrent leur job avec une grande autonomie. Et ça, c'est mon plus grand plaisir, j'avoue. Voilà, ça c'est. D'ailleurs, je m'organise pour bouger tous les jours. Je vais d'un bureau minimum dans 2 ou 3 bureaux par jour parce que j'ai besoin de contact. Je ne suis pas un homme de bureau, donc moi, face à un PC, c'est maximum 1h30, 2 heures. Au-delà, j'implose. Donc, c'est d'être en contact avec les gens et ça, c'est super agréable. Alors, il y a aussi la reconnaissance des gens qui vous entourent. Faut vous rendre compte que l'immobilier, il y a 23 ans, les agents immobiliers, on les prenait pour des truands. Je pense qu'à l'époque, on n'avait pas tout à fait tort. C'est un métier qui a dû faire beaucoup d'efforts sur son image. Et quand vous avez des gens comme des notaires, des banquiers qui vous disent c'est chouette ce que vous faites des choses des fois, vous avez amené des choses différentes des autres, ça c'est gratifiant. Et alors, je vais prendre un exemple tout à fait symbolique. Vous avez Pauline ici, notre vidéaste qui est ici. Il y a un peu plus de 12-13 mois, on a pris la décision d'engager quelqu'un à temps plein dans une PME comme la nôtre, qui met en œuvre des vidéos, qui donne une autre image de notre entreprise. On a fait ça peut-être différemment des autres et peut-être avant les autres, et se dire qu'on fait les choses différemment. Ça c'est chouette, quoi. Ça c'est gai, quoi. Ça c'est du pur bonheur. Et alors, quand vous avez des collaborateurs qui malheureusement quittent l'entreprise, ça c'est souvent un moment très difficile pour moi, qui reviennent parce qu'ils repostulent ou qui deviennent clients, ça c'est bingo, quoi. Et ça, pour moi, ces relations-là, elles sont gratifiantes. Et je vais prendre l'exemple de votre directeur IFA-PME ici, Baudouin. C'est un bon exemple parce que Baudouin, on s'est connu quand il était dans un autre métier, dans le milieu de l'informatique. On a collaboré ensemble, puis il a décidé de changer, d'arriver ici. Et aujourd'hui, voir qu'il continue à penser à nous. Et si je suis là, c'est grâce à lui aussi. Et ça, c'est chouette, quoi. Enfin, ces relations humaines, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Le reste, c'est de la logistique. Bien. Je vois ici dans le témoignage de Madame Demung qui a témoigné sur votre site internet
que vous aviez de nombreuses valeurs, notamment le professionnalisme, la transparence, l'honnêteté, le suivi, le respect et la confiance. Est-ce que ce sont pour toi des facteurs de ciel, évidemment, je suppose, dans l'activité de tous les jours? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de succès que tu souhaites partager? Ben, alors ça, c'est non négociable. Je ne m'imagine pas qu'il y ait autre chose dans mon entreprise. Alors du professionnalisme, il ne faut pas se leurrer, on fait aussi des erreurs. Hein. Je veux dire, on peut faire des erreurs, on se trompe. Mais à partir du moment où on est de bonne foi et qu'on met tout ce qu'on peut en œuvre pour répondre aux souhaits de nos clients, voilà, je pense qu'on peut tous accepter qu'on fasse des erreurs. Mais je pense que le facteur le plus important dans une entreprise, ce sont les gens. Et c'est d'arriver à créer une dynamique avec des gens que vous aimez, parce que moi je parle d'amour vraiment, et je le pense. Je pense qu'une relation professionnelle, c'est comme une relation de couple. Sauf que le soir, a priori, même si moi ça a changé, a priori quand vous rentrez le soir, vous ne rentrez pas avec vos collaborateurs, mais c'est un couple. Je veux dire, si vous ne vous entendez pas avec la personne avec qui vous travaillez, elle a beau être compétente, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, moi, j'ai d'ailleurs, on me l'a reproché, j'ai des fois fait des engagements de gens qui n'étaient vraiment pas compétents. Alors, il y en a qu'on a pu faire évoluer, d'autres pas, mais on a trouvé des pistes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce petit plus quand on se rencontre la première fois. Et je veux dire que la plupart des gens qui sont dans mon entreprise aujourd'hui sont des gens qui ne viennent pas du secteur de l'immobilier. Mais ce n'est pas grave. Et ils ont tous des compétences différentes. Et je prends mon exemple, tout ce qu'on met en œuvre dans mon entreprise, je serais incapable de faire ce que la plupart des gens font. On a des experts techniques, on a des experts comptables, on a des experts en gestion locative. Autant dire que moi, je n'ai plus ces compétences-là. Mais ce n'est pas grave. Moi, quelque part, je suis leur collègue qui doit être capable de provoquer les décisions, les énergies et d'amener les gens vers une grande liberté d'action. Et ça, c'est, je pense, pour nos entreprises dans le futur, je pense que ça, c'est fondamental, croire que le patron est là, les collaborateurs, ça, c'est fini, ça. Et je pense que les gens doivent mais les gens doivent en avoir envie, mais pour ça, il faut les mettre dans un cadre. Il faut que les collaborateurs aient la liberté de décider, de prendre le risque de leurs décisions. Voilà. Et mon objectif à moi aujourd'hui, c'est de prendre de moins en moins de décisions. Voilà. Le but, c'est que mes collaborateurs soient autonomes, qu'on fasse des erreurs, ok, ça, c'est pas grave. Mais on vient de le vivre, on a vécu quelques difficultés, on a changé de logiciel dans un département chez nous. Ça a été une catastrophe. Ce sont mes collaborateurs qui ont trouvé toutes les solutions. C'est pas moi. Enfin, moi, je n'avais pas leurs compétences pour le faire. Je leur ai fait confiance, ils ont pris les décisions. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Bien. Voilà. Et donc, si on devait prendre les différents éléments que tu viens d'expliquer, quelle serait pour toi la définition de l'entrepreneur ? Une personne qui a une vision différente, qui doit être honnête, ça c'est clair, et qui doit trouver des compétences autour et surtout ne faire que ce qu'elle aime. Alors, les gens me disent « Ouais, mais toi, t'es patron, tu peux… » Non, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai toujours évolué dans mes fonctions, dans mon entreprise, ou même avant. Je veux dire, le ratio, c'est 90% de choses que j'aime et 10% de choses que je n'aime pas. Et j'espère un jour arriver à 95%. Et il ne faut pas… quand j'entends des gens qui me disent « Ouais, mais… » C'est une question de génération. J'ai entendu mes parents, des membres de ma famille dire « Tu sais, entrepreneur, ce sont des efforts tous les jours. Et dans votre job, même en tant que salarié, il y a une part d'effort qui est nécessaire. » Je dis non. L'effort, il ne doit pas être nécessaire. Moi, je suis contre l'effort. J'ai travaillé beaucoup dans ma vie, mais je pense que j'étais peut-être pas un fainéant, mais je n'ai pas cette notion d'effort. Depuis que je suis enfant, je pense que j'ai toujours fait en sorte de ne pas faire les choses qui me demandent de gros efforts. La preuve, c'est que j'ai commencé le droit, je trouvais que ça… Il fallait faire beaucoup d'efforts, il fallait beaucoup étudier, c'était trop d'efforts pour moi. Voilà. Donc, je fais en sorte de ne pas avoir d'efforts à faire. Ok, bien. Voilà. Et ça, il faut vraiment… Et je le vois, parce qu'à travers notre entreprise, on fait vivre pas mal de corps de métier, des électriciens, des chauffagistes, tout corps de métier. Et je vois des gens hyper compétents dans leur métier,
mais qui veulent tout faire parce qu'ils veulent tout maîtriser, ça demande de faire des efforts, etc. Et je vois des gens, des fois, se retrouver en difficulté de travail ou financière parce qu'ils ne veulent pas déléguer les devis à quelqu'un ou les papiers à quelqu'un, parce que ça a coûté cher de payer une secrétaire indépendante ou un secrétaire indépendant. Et ça, c'est de la connerie, quoi. Je veux dire, il faut faire ce qu'on aime, et si on aime, on sera bon. Le reste, déléguer ce que vous n'aimez pas faire, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Hein. Ne vous emmerdez pas à faire des trucs chiants. Oui, et de rassembler finalement les compétences chez les uns et chez les Oui, autres. que ce soit dans votre entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Oui, tout à fait. Vraiment. Bon, mais Honesty, aujourd'hui, c'est quand même un peu plus de 40 collaborateurs, c'est ça, Oui, l'agence 43 ou 8 agences. Oui. Voilà. En quoi, une vingtaine d'années? Oui, bah, c'est-à-dire que juste pendant une dizaine d'années, lorsque je multipliais mes activités, c'est-à-dire que dans d'autres entreprises, ça ronronnait. Puis à partir de 2009, depuis 2009, là, on a fortement évolué. Et il n'y a pas une stratégie, et ça aussi, les gens me disent des fois, mais est-ce que tu as une stratégie à 5 ans, à 10 ans, il paraît qu'il faut ça. Alors j'ai parlé pour moi, la stratégie à 5 ans, j'y crois pas, parce que dans 5 ans, on ne sait pas où on sera. Donc voilà. Alors oui, avoir des projets, être opportuniste, mais dans le bon sens. Et je dirais que si cette entreprise a évolué, c'est parce que j'ai rencontré une chouette nana, un chouette mec, et je me suis dit, tiens, je me verrais bien avec eux. Et puis on a évolué comme ça, et peut-être qu'il y aura d'autres bureaux Honesty par après, peut-être. Mais ça, c'est pas une stratégie, je ne me suis jamais dit, il y aura 40, 50, 100 personnes. Non. Tant que je prends du plaisir, ça roulera, après on verra. Profiter des opportunités qui se présentent à Uniquement. toi et les développer. Oui, uniquement. Si tu avais un conseil à donner à tous les entrepreneurs en herbe qui se trouvent dans cette salle, Ouais. un ou plusieurs d'ailleurs, Oui. quel serait-il? Comme je l'ai dit tout à l'heure, entourez-vous de gens compétents, des assureurs, des banquiers, des centres comme ceux-ci, où vous avez des compétences, vous avez des organismes comme Challenge qui peuvent vous aider, et plus que ça, vous avez un secrétaire social. Enfin, il y a des compétences, et en plus, aujourd'hui, ce qui existait moins, à mon avis, à mon époque, mais ça fait vraiment vieux con ce que je dis là, mais il y a plein d'aides financières, on aide les gens à se lancer. Il faut oser, parce que ne pas oser, c'est la pire des choses, quoi. Que ce soit en tant que salarié, en tant qu'indépendant, se dire si j'avais su, j'aurais. Non, quoi. Je veux dire, il y a toujours des gens autour de vous pour vous aider, et j'entends des fois ça, dire des gens oh là là, moi j'ai été trop bon, je suis trop con, trop bon, j'ai donné des conseils à celui-là, il ne m'a pas rendu. Eh bien, moi je peux dire que j'ai donné beaucoup aux gens. Plein de conseils, plein de temps, mais j'ai reçu 1000 fois plus, quoi. Mais il faut être conscient de ça. Enfin, je veux dire, c'est facile d'être conscient de ce qu'on donne, mais il faut aussi être conscient de ce qu'on reçoit et accepter de recevoir. Voilà. Bien. Une petite dernière question. Petite question piège, mais pas tellement. Oui. Qu'est-ce que tu dirais au Ludovic d'il y a 20 ans aujourd'hui? Moins être stressé par l'argent et être plus audacieux encore. L'audace. Oui. C'est sûr que c'est un Ouais. général des entrepreneurs, pouvoir être audacieux. Voilà. Et se moquer un petit peu de l'image qu'on peut donner. Enfin, maintenant avec mes cheveux blancs, ça va. Avant, j'ai souvent été stressé de me dire oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser si je fais ça, si c'est ça. Je pense que c'est une erreur. À partir du moment où les gens que vous côtoyez, qu'ils aient l'occasion de vous connaître tel que vous êtes, si vous êtes honnête et que vous avez cette vision et qui est respectueuse des gens, voilà, il faut se moquer de ce que les gens pensent. Bien. Voilà. Un tout grand merci pour ton intervention. Voilà, avec plaisir, c'est avec partage plaisir. d'expérience qui, j'espère, a pu rassurer certains participants ce soir, encourager en tout cas à la voie de l'indépendance, l'entrepreneuriat et à croire en ses rêves, à mettre ses idées en place pour construire des projets concrets. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de m'avoir écouté.